Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Face à Face. D'un côté, les limites à la liberté d'expression sur le plan moral sont de plus en plus repoussées par rapport à la violence ou aux questions sexuelles. Et d'autre part, les limites d'expression sont de plus en plus restreintes. Alors, d'un côté, il s'agit d'une évolution des mœurs, de l'autre, il s'agit d'empêcher le citoyen d'en savoir trop sous des prétextes sécuritaires. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Nous allons réfléchir avec nos invités sur ce contexte, sur ce concept, la liberté d'expression. Et j'accueille pour en parler sur ce plateau Monsieur Bongos Roger. Bonjour. Donc alors vous êtes rédacteur en chef de l'Afrique Rédaction et directeur de publication de l'Agence africaine d'information. C'est cela. À côté de moi, j'ai également Madame Poumié-Maria. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, spécialiste du monde latino-américain, militante pro-palestinienne et vous êtes également coprésidente de Entre la plume et l'enclume, une association qui défend notamment le droit de réflexion, de la liberté d'expression. Depuis 2005, voilà. Et enfin, Monsieur Delesquin, donc vous êtes un habitué des plateaux. Alors vous êtes donc cofondateur et président donc, du Club de l'Horloge et vous êtes patron d'émission de Radio Courtoisie. Alors on va commencer par vous, Madame Poumié. Qu'est-ce que c'est exactement ce concept de liberté d'expression et pourquoi pourquoi vouloir éventuellement le changer, ce concept ? Alors, pour une société comme la société française, c'est un principe extrêmement important. Puisque depuis la Révolution française, toutes les générations tiennent absolument à la préserver. Donc elle est garantie par la Constitution. Les lois sur la presse permettent aussi vraiment de se faire entendre. Alors pourquoi est-ce que maintenant on essaye tellement de la modifier, cette liberté d'expression à laquelle nous sommes habitués, à laquelle nous tenons ? Vous disiez très justement qu'on a l'impression qu'il y a un contraste entre deux pôles, un pôle très permissif et un pôle au contraire très répressif. Et je pense qu'il y a une corrélation directe entre les deux. C'est très simple. On a de moins en moins le droit de parler de certains sujets. Alors, tout sujet où on fait intervenir le mot juif, de près ou de loin, devient un sujet sensible, un sujet où on peut se faire attaquer. Et c'est un petit peu pour équilibrer ce phénomène qui maintenant comporte la censure préalable et toutes sortes de menaces puisque nos dirigeants se permettent même d'annoncer la couleur. Si on n'arrive pas à poursuivre quelqu'un pour antisémitisme, ce qui a très strictement censure au statut des juifs, eh bien on vous poursuit pour n'importe quoi d'autre. Tout ce qu'il faut, c'est avoir votre peau. Bon. Donc pour équilibrer, pour que les gens ne s'aperçoivent pas que c'est le couteau sous la gorge. Tout le monde n'est pas obsédé par les juifs. Il y a des tas de gens qui peuvent parler d'autre chose. Pour qu'ils aient l'impression de rester dans la liberté d'expression, eh bien, on développe beaucoup plus qu'une liberté de parler du sexe. On nous impose d'avoir constamment des images de sexe à l'esprit et on nous impose de reculer constamment les limites morales de ce qui est admissible ou pas en matière de sexe. Voyez. Vous êtes du même avis, Monsieur Delesquin, sur ce qui va être dit ? Totalement, mais d'ailleurs, c'est à croire qu'il y a une constante d'interdit dans les sociétés parce que il y a un basculement entre la race et le sexe. Autrefois, on pouvait parler librement des questions raciales, dire des bêtises éventuellement sur le sujet, on avait le droit, on était libre, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression consiste à accepter que quelqu'un d'autre dise émette des opinions éventuellement scandaleuses et avec lesquelles on n'est pas d'accord. Si la liberté d'expression consiste simplement à permettre aux autres de dire la même chose que ce qu'on pense, ça n'est pas de la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, dès qu'il s'agit de parler de race, il y a en France une férule totalitaire sur les esprits. À tel point qu'on veut même nous dire que les races n'existent pas. Et en revanche, dès qu'il s'agit du sexe, alors là, tout est permis. Tout est permis, la pire obscénité se répand partout. Partout de la manière la plus infâme. La plus infâme. Et je crois que c'est très caractéristique de notre nouvelle idéologie dominante, qui est le cosmopolitisme. Car ce cosmopolitisme, dont on parlait tout à l'heure dans une autre émission, il a un volet mondialiste qui consiste à raser les frontières entre les États, et il a un volet
immoraliste consistant à détruire les traditions qui sont des frontières spirituelles, des frontières morales, et qui constituent l'identité des peuples. Et bien sûr, la famille est particulièrement l'objet de ces attaques. Alors, je vais juste prendre votre analyse, hein, vous qui avez ce regard de journaliste sur la question. Alors, cette liberté d'expression, qu'en est-il aujourd'hui exactement chez nous, en France, et puis même à l'étranger? Je suppose que c'est un petit peu la même chose. Mais moi, je suis très inquiet de voir cette évolution, cette régression en termes de liberté. Je regardais le dernier rapport, la cartographie des Reporters sans frontières. Là où on voit la France se trouve 39e au niveau de la liberté d'expression. C'est extrêmement grave. Quand on voit la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on parle de la liberté d'expression, c'est l'élément fondamental, clé, le socle même de la démocratie, où est bafoué. Aujourd'hui, on le voit tous les jours. Et même à l'époque de Sarkozy, on a vu des choses extrêmement graves jusqu'à on le bascule à cette époque de Hollande. Quand on regarde ce qui se passe à la télévision, où la conscience est violée, notre conscience, la population ou les gens qui payent la redevance sont obligés d'ingurgiter des choses extrêmement horribles par rapport à nos familles, aussi de l'éthique morale, éthique religieuse. Alors on se demande où est-ce que ce monde que je rappelle moderne veut nous ramener. Ma question s'est située à ce niveau-là. Et la question surtout en termes de pouvoir de la presse. Et ce pouvoir de la presse est géré par de multinationales. Ces multinationales ont une moralité au ras de pâquerette, pardonnez-moi l'expression, passez-moi l'expression. Et ces gens veulent moraliser cette société, et une société qui part à une vitesse extraordinaire. Donc il faut ramener la liberté là où elle doit se trouver avec la morale, accompagner avec la morale. Or, avec ce qu'on vit actuellement, les théories de genre, avec l'éducation qu'on nous prône à l'école et que nos enfants nous ramènent à la maison, on se demande. Donc on est obligé de refaire encore un processus autour de nos familles pour que les enfants puissent avoir en fait la vraie logique de la vraie liberté que nous voulons que le monde puisse avoir. Mais c'est en désespoir de cause que nous allons vers une catastrophe par rapport à cette situation qui se passe. Ouais. Pourquoi, selon vous, c'est cette marche arrière en fait sur un droit qui est là qui est maintenant là depuis fort longtemps? Pourquoi maintenant ce recul sur des choses qui sont là, bien ancrées dans la société? Eh bien, je pense que ce sont des étapes pour favoriser le développement d'un marché terrible, le marché des biotechnologies qui permettent de plus en plus des fabrications d'enfants artificiels. Les gens qui participent à cette énorme entreprise que j'appelle le baby business corrompent absolument tout le monde, donc les médias et les gouvernants principalement, et que nous sommes dans des phases successives. Donc pour le moment, on en est à essayer de modifier la législation et modifier la perception naturelle des gens sur les problèmes de sexe, de façon à ce que petit à petit, tout devienne permis, les choses les plus monstrueuses, les trafics d'enfants, les enfants qu'on achète, qu'on vend, parce qu'à partir du moment où on achète un enfant, on aura le droit de le revendre, c'est une propriété comme une autre si vous l'achetez. Enfin bon. Ça c'est un point vraiment à part entière, mais là amène une petite question. Est-ce que finalement la liberté d'expression ne doit pas aussi s'adapter au changement de la société, à la différence maintenant des mœurs? Est-ce qu'il faut quand même que la liberté d'expression puisse s'adapter à toutes ces évolutions? Écoutez, je crois qu'en France, hic et nunc, ici et maintenant, il faut rétablir la liberté d'expression, qui est contrebattue non seulement par des lois, depuis la loi Pleven de 1972, dite antiraciste, mais également par une pression sociale épouvantable et par un système médiatique qui développe une pensée unilatérale, la pensée unique, politiquement correcte. Et c'est d'ailleurs le thème de la 30e université annuelle du Club de l'Horloge qui se tient à Paris le 15 et le 16 novembre. Rétablir la liberté d'expression. Alors, il y a d'abord une législation qui permet à peu près n'importe quoi. Législation pénale
Et puis, législation administrative qui permet au CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'exercer une tutelle sur les radios et les télévisions. Figurez-vous que j'étais sanctionné par le CSA pour avoir dit que le mariage homosexuel était abject et contre nature. J'ai dit simplement ceci, je n'ai pas parlé de l'homosexualité. J'ai dit chacun fait ce qu'il veut, c'est sa liberté. Mais le mariage homosexuel porte atteinte à l'institution du mariage, il est abject et contre nature. Et pour avoir dit ça, le Conseil supérieur de l'audiovisuel m'a sanctionné. A sanctionné la radio courtoisie à travers moi. C'est ahurissant. C'est une atteinte à la liberté d'expression absolument invraisemblable. Ça, c'est votre vécu. Voilà. Est-ce que parmi c'est un exemple. Mes invités, on a aussi d'autres exemples comme ça de censure. Madame Poumier, est-ce que vous avez des censures là dans votre association, des choses que vous ne pouvez pas dire, que vous ne pouvez pas faire? Écoutez, notre association s'est constituée d'abord pour défendre un écrivain israélien antisioniste menacé par la LICRA et qui a eu un procès. Son éditeur a été à moitié ruiné, son éditeur en France. Cet écrivain, c'est Israël Adam Shamir, un Israélien qui s'est converti au christianisme et qui a un travail critique absolument remarquable pour expliquer toutes les perversités de l'idéologie sioniste et pour nous montrer comment on peut prévenir, si vous voulez, son extension, ses métamorphoses et tout ça. Vous avez eu des difficultés vis-à-vis de ça ou on vous laisse quand même parce que c'était un Israélien et que... Lui, il a eu des ennuis, je vous dis, et son éditeur, qui était un musulman très, très pur et très courageux et très religieux, a eu de gros ennuis, absolument. Sur le sujet, d'ailleurs, ce n'est pas simplement l'idéologie sioniste qui est en cause, c'est le judaïsme talmudique lui-même. Parce qu'il y a des religions universalistes, l'islam, le christianisme, le bouddhisme sont des religions universalistes, et puis il y a des religions racistes. L'hindouisme est une religion raciste, et le judaïsme talmudique est raciste. Oui, c'est vrai qu'on sort un petit peu du sujet. Mais dire cela, c'est porter atteinte à des tabous qui risquent effectivement d'entraîner des poursuites judiciaires. Donc ça, c'est vos expériences à vous. Monsieur Bongos, vous avez rencontré quelques difficultés, vous, dans votre... domaine? Tous les jours, oui, effectivement, parce qu'on est géré par des institutions. Comme je dis, il y a la presse institutionnelle où on vous dicte quelque chose comme l'AFP et on dit voilà, vous devez diffuser cela, ce que vous avez vu, c'est pas ça, ce que vous devez diffuser, mais diffuser par rapport aux aspirations de la France, par rapport à ce que la France veut de l'Afrique, par rapport à ce que la France veut que l'image de la France soit véhiculée. Donc, par définition, ce qui se passe en République centrafricaine, en RDC, au Congo-Brazzaville, ailleurs, d'ailleurs au Mali, on voit l'exemple même de... Il y a la pression qui est là, et elle est palpable. Je vous donne un exemple qui peut vous donner en fait la planimétrie de tout cela. On vous dit, écoutez, voilà, venez sur le plateau parler de ce qui se passe au Mali. Voilà, la France a défendu un peu le Mali, sorti le Mali d'un peu de ce méandre, ce problème qui existe avec le terrorisme, ça, l'AQMI. Mais en réalité, qui a créé l'AQMI, qui a fait de la sorte que, avec la résolution 1993, on a bombardé, on a mis tapis de bombe sur la Libye. Et avant de mettre ce tapis de bombe sur la Libye, on a inventé les choses avec Al Jazeera, tous, etc., qui était le promoteur avec le Qatari. C'est Nicolas Sarkozy. Oui, j'ai dit ben voilà, c'est ça que non, mais je suis en train de le dire. On ouvre la boîte de Pandore et le missile Milan sortent des munitions de chez Kadhafi et voilà, ça descend vers le sud. Mais pour répondre à votre question, quand vous êtes invité à la télévision française, vous dites une fois quelque chose qui ne plaît pas à la rédaction, le lendemain vous n'êtes plus invité, après vous n'êtes plus invité. Vous êtes tricard. Vous êtes tricard, donc vous êtes blacklisté comme on dit. Voilà. Donc voilà la situation aujourd'hui. Je termine avec ma situation personnelle. Paul Kagame est venu ici en France. Paul Kagame a une relation avec la France, avec le coltan volé en RDC, en connivence avec Sarkozy, parce que Sarkozy disait clairement que le Congo devait partager ses richesses avec le Rwanda. Ils font une conférence de presse ici, 12 octobre 2012, il me semble, vous voyez si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qui se passe? On m'interdit l'accès au CAP, au centre d'accueil de la presse étrangère, pour participer à la conférence parce qu'ils savaient que j'allais poser des questions qui avaient certaine pertinence pour gêner tout le monde. On me met dans le fourgon de la police jusqu'à la fin de la... Alors ça, c'est une censure extrême. Mais est-ce que nous, pour vous donner une idée par rapport à cela. En tant que journaliste, est-ce qu'en tant qu'écrivain ou en tant que militant d'association, on s'auto-censure aussi?
Est-ce qu'on en est arrivé là, au niveau de la liberté d'expression, monsieur Delesquen? Évidemment, quand vous exprimez dans un système totalitaire, on peut dire, en matière de liberté d'expression, il n'y a plus de vraie liberté d'expression en France, vous êtes obligé de faire attention, parce que vous savez que si vous êtes imprudent, vous aurez un procès. Alors, éventuellement, vous le gagnerez, mais un procès, même qu'on gagne, ça fait des coûts considérables, du temps perdu et de l'argent perdu. Les frais d'avocat qui ne sont pas gratuits. Donc c'est une pression constante qui pèse sur chacun. Et il y a une difficulté à pouvoir s'exprimer librement sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait redéfinir déjà la liberté d'expression et sur quels critères, Madame Poumier? Alors, moi, je nuancerai un petit peu ce que vous dites. Je pense que tout le monde sait gérer les nécessités d'autocensure en fonction de sa position dans la société, et je n'en veux absolument pas aux personnes qui ont une place à défendre, aux universitaires, par exemple, qui ne peuvent pas se permettre de parler comme moi, qui suis à la retraite, voyez, mais qui font avancer le débat dans leur milieu, selon les paramètres de leur milieu. Donc, il faut un travail considérable. Oui. Bien indulgente. Oui, oui. Et tout le monde, si vous voulez, suit avec retard les brèches qu'ouvrent les avant-gardes. C'est toujours comme ça. Bon. Alors, donc ça, ce n'est pas dramatique. Moi, ce que je constate, c'est que les poursuites pour antisémitisme, elles sont quand même beaucoup moins efficaces qu'autrefois. Elles se multiplient, mais elles ne convainquent plus personne. Si vous voulez, moi, il y a maintenant 15 ans, quand j'ai défendu Roger Garaudy au nom de la liberté d'expression, pour son dernier livre retentissant sur les mythes fondateurs de la politique israélienne, eh bien, personne ne me comprenait dans mon milieu. Tout le monde m'a tourné le dos, mais avec sincérité. Parce que tout le monde me disait, mais comment peut-on accuser les Juifs de choses horribles, comme des mensonges colossaux et des choses comme ça? Après, mais maintenant, entre Juifs et sionistes, oui, bien sûr. Mais on est entre gens cultivés, tout le monde sait faire la différence. Justement, c'est utilisé. Ça va, mais ça ne marche plus. C'est ça, si vous voulez, qui est intéressant dans la situation actuelle. Ça ne marche plus. Donc, beaucoup de gens, si vous voulez, font semblant d'accepter les règles du jeu, mais une conviction qui n'est plus solide, eh bien, elle ne fonctionne plus, elle n'entraîne plus du tout de choses réelles. Alors moi, je pense que c'est pour ça qu'on cherche à nous imposer le délit d'homophobie, mais on n'y arrive pas. Et ça, c'est très intéressant. Il existe dans la loi depuis Sarkozy, depuis l'UMP. Depuis le gouvernement UMP, depuis 2003 et 2005, on a institué un nouveau délit. Une résistance populaire qui ne semble pas être entendue. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations, mais là encore... Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que, à mon avis, tout ça est très bien pensé sur le modèle, justement, de la persécution ou la répression de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on veut absolument d'abord créer l'idée que les homosexuels sont des gens persécutés et que les défendre relève de la compassion. Mais c'est exactement le même mécanisme. Et cette façon de décalquer les choses, les invalide. Parce que ça n'a rien à voir, c'est absurde. C'est un bon exemple, ça, l'homophobie, parce qu'on voit comment l'État est l'otage de certaines coteries. La législation antiraciste est née dans les années 1972, en 1972, du poids de la coterie juive qui a voulu cela. Et aujourd'hui, depuis 2003, une loi de Sarkozy suivie d'une loi de 2005, on a institué en France un délit d'homophobie. Alors, il faut voir qu'en France, dans un pays de tradition catholique, l'homosexualité a toujours été considérée comme un péché par la religion catholique. Pour autant, elle était, à la différence des pays musulmans, tolérée. Mais tolérée, elle est d'ailleurs légale en France depuis 1790. Cambacérès, qui était un des grands fondateurs du Code civil, était ouvertement homosexuel et personne ne s'en occupait. C'était l'affaire de chacun. C'était l'affaire de chacun. On va revenir, si vous le voulez bien, donc à la liberté d'expression. Je vais reposer la question. Est-ce que l'on peut redéfinir la liberté d'expression et sur quels critères, Monsieur Bongos? Redéfinir une société, il faut refonder une nouvelle société. Or, la société va en dérive, en vrille. Donc, il faut rebâtir cette société. Rebâtir, c'est un vœu pieux, avec des éléments qui existent. La France, comme M. Delesquen qui vient de dire, la France a une tradition judéo-chrétienne à l'époque. Chrétienne, pardonnez-moi. Chrétienne, on ne veut pas. Oui, on ne veut pas.
Alors, on peut monter, c'est vrai, Richelieu, et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que la France a beaucoup évolué, régressé en termes de moralité. Alors maintenant, il faut positionner les curseurs à un endroit où dire que voilà, où est-ce se trouve la morale, la vraie morale, où se trouve la vraie société. C'est à partir de là. Mélanger justement, je dis comment le placer au bon endroit. Oui, voilà, comment le définir. Maintenant, il faut faire, comme on dit, faire intervenir tout le monde. Or, personne maintenant n'intervient. Les intellectuels comme Mme Maria, pour moi, n'interviennent plus. On n'a plus besoin d'intellectuels. On a maintenant des gens qui viennent avec leur bling-bling, qui viennent avec leur moralité autre. Regardez un exemple qui est pour partie, passer le coq à l'âne, même pas de coq à l'âne. Il y a une résolution qui a été votée aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour protéger les homosexuels. C'est extrêmement grave, cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des choses extrêmement graves qui se passent dans le monde. Il y a des viols des enfants. Il y a qu'on appelle le fémicide, des choses extrêmement graves où on touche l'intégrité de la femme, la matrice qui fait véhiculer des choses essentielles de la société. On détruit cela. Mais on va chercher une résolution pour protéger. Moi, j'ai rien contre les homosexuels, mais moi je trouve extrêmement grave que les gens s'embrassent. Les hommes entre eux s'embrassent devant mes enfants, et les hommes entre eux, c'est-à-dire puissent avoir la possibilité d'élever un enfant. Mais quelle est la société? Parce qu'il n'y a pas une étude anthropologique qui a été établie là-dessus pour dire 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, quels seront des... Voilà. Pour vous dire... Pour en revenir à ça, est-ce qu'on a vraiment les outils nécessaires pour justement redéfinir cette liberté d'expression qui devrait être, ou alors un retour aux sources de l'expression. Nous ne voulons pas redéfinir, nous voulons la rétablir. Et d'ailleurs, en France, nous avons un prototype, un modèle qui est la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction initiale. Elle posait quelques limites, l'injure et la diffamation. L'injure et la diffamation, oui, quand on injurie quelqu'un, en particulier. Et l'ordre public aussi. Oui, trouble à l'ordre public. Et effectivement, il y a aussi une notion d'outrage aux bonnes mœurs, et en public, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais pour le reste, la liberté doit être totale. Voilà. Et nous sommes convaincus au Club de l'Horloge qu'il faut, quelles que soient ses convictions personnelles, accepter, en France en tout cas, où il n'y a plus de religion d'État, sinon la religion de la Shoah, je plaisante, et il faut accepter la plus large liberté d'expression. Et bien que je sois catholique, je ne suis pas pour l'interdiction d'une pièce immonde comme celle de Castellucci sur le concept du visage du Fils de Dieu, une pièce immonde où on jette des excréments sur la tête de Jésus. Je pense qu'il ne faut pas l'interdire, simplement ce qu'il faut interdire, c'est le financement public. Moi, je ne veux pas que mon argent de contribuable chrétien serve à financer le blasphème ou le sacrilège. C'est tout. Et tout le monde sait très bien d'ailleurs que cette pièce immonde, qui est sans intérêt, disparaîtrait des scènes si elle n'était pas financée par l'État. On peut vraiment retourner au fondement de la liberté d'expression. C'est possible aujourd'hui encore? C'est tout à fait possible. Parce que je pense qu'avec cette histoire d'homosexualité, donc vous voyez, on y revient là malgré nous, parce que ça nous obsède, parce que ça touche à quelque chose de très très profond en nous. C'est comme si on disait, maintenant on va protéger les gauchers, qui sont horriblement discriminés, ou bien les roux. Enfin, des tas de choses, c'est absurde. C'est vrai aussi. Une pratique. Les roux sont discriminés. C'est vrai, ça, ils s'en plaignent. Mais bon, de là à créer le délit d'insulte aux roux, bon. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Une pratique sexuelle, quelle qu'elle soit, de toute façon, elle est destinée à être privée, cachée, secrète. Et puis, heureusement, dans sa vie, on peut faire une bêtise et ensuite passer à autre chose, etc. Bon. Ce qu'il y a, c'est que ça touche si profondément à notre intimité que la révolte est proportionnelle. Vous voyez, elle est grande. Pour les histoires d'antisémitisme, ça marchait quand tout le monde avait à l'esprit les horribles photos de la fin de la guerre, avec des juifs dans un état de squelette. Mais ce n'était que des montages, maintenant on le sait, des techniques fabriquées par M. Hitchcock pour horrifier tout le monde à partir de cas réels de gens agonisants mais qui n'avaient pas été sacrifiés. Victimes de typhus. Mais du coup, est-ce que cette liberté d'expression, on peut donc la redemander à ce qu'elle soit rétablie, ou contourner cela avec des réseaux un petit peu plus dans l'ombre ou souterrain? Quelle est la situation nouvelle? La situation nouvelle, donc, c'est qu'il y a une indignation énorme, parce qu'il n'y a jamais eu de massacre d'homosexuels qui justifie donc une compassion totalement exagérée, disproportionnée.
Il y a maintenant les nouvelles lois pour contrer la menace du terrorisme. Alors c'est très intéressant cette nouvelle situation parce que ces lois, elles sont nécessaires. Et si vous voulez, tout gouvernement, face à la menace de jeunes gens qui peuvent mettre des bombes n'importe où, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne poursuit pas les gens qui financent les terroristes, les pays qui financent les terroristes. Là, on aurait quelque chose de très utile pour en finir avec le terrorisme. Et d'autre part, grâce à ces lois, eh bien, on peut poursuivre n'importe quoi pour n'importe qui. Il y a maintenant un délit de censure préalable sur Internet. Rétablir, puisque les politiques ne font rien. Il faut commencer par demander. Il y a deux choses à faire. Il faut être sur le devant de la scène, dire tout ce qu'on pense. Mais on peut il faut demander l'abrogation des lois liberticides. Il y a des lois liberticides depuis la loi Pleven de 1972. Il faut abroger les lois liberticides. Les lois scélérates qui ont été votées, qui portent atteinte à la liberté d'expression. De ce point de vue-là, c'est un combat politique. De ce point de vue-là, le modèle, je suis désolé, mais c'est le seul endroit, je pense peut-être, où chez le modèle, c'est les États-Unis. Avec le premier amendement de la Constitution américaine, on peut dire ce qu'on veut. Dans un pays libre, il faut accepter tout. Il faut accepter que les gens puissent soutenir la politique de Hitler, à condition que ce ne soit pas la provocation à un crime ou à un délit. Il faut accepter qu'ils puissent se promener avec des croix gammées. C'est la liberté. Aux États-Unis, c'est possible parce que c'est la liberté. Vous voyez. Mais alors, ça, c'est le premier aspect des choses. Rétablir vraiment la liberté d'expression du point de vue juridique. Mais ensuite, je ferai la distinction de Marx entre la liberté formelle et la liberté réelle, parce qu'aux États-Unis, vous avez cette liberté formelle, mais comme tous les médias sont tenus par l'oligarchie financière et capitaliste, en fait, la liberté réelle est faible. Donc il faut aussi développer, combattre les médias du système, développer les médias libres. C'est d'ailleurs pour ça que je me consacre à Radio Courtoisie, qui est la seule radio libre en France aujourd'hui. Monsieur Bongos, votre analyse sur cette question-là, est-ce qu'on a les outils nécessaires? Comment on peut s'y prendre justement pour rétablir cette liberté d'expression? Parce qu'effectivement, je pense que c'est mieux de la rétablir que de la redéfinir. Donc votre avis en quelques mots. Je suis assez optimiste là-dessus. Et optimiste pourquoi? D'ailleurs, il y a l'Internet, il y a cette magie qui existe où on met un élément sur la toile, directement, on a la répercussion l'autre bout du monde. C'est-à-dire que maintenant, ils ont cette matière qui leur échappe maintenant. Ce qu'on appelle les médias mainstream, les médias de mensonges, qui veulent nous caporaliser, nous donner les informations parce qu'ils veulent que ça soit ainsi. Non, c'est comme on dit Amen quand on va à l'église. Donc on doit tout accepter, tout avaler. Dieu merci, avec la presse, les médias alternatifs, nous avons cette possibilité maintenant de redresser les choses, de redresser avec, vous savez, votre média. Vous n'êtes pas financé par une multinationale derrière. Vous avez une idéologie. De fait d'être incontrôlable aussi, tous ces... Oui, c'est ça qui est intéressant. Il faut être incontrôlable pour établir les choses après. La liberté, c'est... Voilà, tout à fait. La liberté est là. Parce que moi, je pars sur le principe. Regardez Jean-Marie Le Pen, il dit quelque chose, le gouvernement de Vichy était mieux pour la France. Effectivement, il faut regarder. Alors, est-ce qu'on est révisionniste? Exactement. Il a dit qu'il avait protégé les Français, dont les Juifs. Oui. Ce qui est la stricte vérité. Bon, écoutez, moi j'avais un grand ami, feu François-Georges Dreyfus, le professeur Dreyfus, qui est un grand historien, et juif converti au christianisme, me disait, et pas seulement à moi, il disait, si Vichy, si Pétain n'avait pas existé, je serais mort, je ne serais pas ici. Et il avait vécu parce que le régime de Vichy l'avait protégé. Et c'est un historien qui le disait. Et c'était son histoire personnelle en même temps. Je vous reprends. Quand on parle de la déclaration récente de Jean-Marie Le Pen est parfaitement juste. Effectivement, le régime de Vichy a été, dans la situation qui était celle de la France après la défaite de 1940, la meilleure solution pour protéger les Français. Ce qui n'interdit pas d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que De Gaulle avait tort. Moi, je pense à la théorie dite de l'épée et du bouclier. Vous voyez, c'est le colonel Rémy qui disait le bouclier c'était de Pétain et l'épée c'était de Gaulle. Monsieur Delesquin et Monsieur Bongos, je vous remercie de cette petite entrevue. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Face à Face. Au revoir. Merci. Merci.